Captain Max. Lancement du processus d'enregistrement. Go Ninja, go Ninja, go! La loi, c'est moi, et l'ordre! Vous me prenez pour un singe ou quoi? J'avais votre accent. J'éviterai de l'employer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode du Podmax Comics. Aujourd'hui, pas mal de retours de lecture avec dans un premier temps une longue chronique sur l'univers de TMNT The Last Ronin, que j'ai écrit après avoir lu Lost Years. Puis par la suite, la review de mes dernières lectures avec un gros blockbuster de chez Urban Comics qui est Justice League vs Godzilla vs Kong. Puis je vous ferai découvrir Feuille Rouge, le comics inspiré par la légende du Vourdalak, puis du comics indépendant français avec The Protectors, pour ensuite se perdre dans l'espace avec Aliens Salvation de Mike Mignola, pour conclure sur The Mask avec le 4e tome du nom de Carnaval. Restez jusqu'au bout car cet épisode s'annonce splendide. Après avoir réécrit l'histoire des Tortues Ninja chez IDW en 2011, puis nous avoir offert l'une des plus grandes séries étalées sur plus de 100 numéros, en 2019, les scénaristes Kevin Eastman et Tom Waltz s'étaient retrouvés pour finaliser la conclusion de leur histoire. Mais ayant beaucoup de mal à dire au revoir à leur bébé, Kevin propose alors une nouvelle aventure à son compère, et lui ressort alors un vieux script du tiroir datant de 1987, du nom de The Last Ronin. Projet écrit par Eastman et Laird à la fin des années 80, dans le but de créer une fin potentielle à leur tortue, en s'inspirant des récits de futurs dystopiques de l'époque, tels The Dark Knight Returns. Tragique, terrifiant, excitant sont les termes employés par Tom lorsque son camarade lui présente le script original. C'est sans une once d'hésitation que Wall se relève le défi de réécrire en collaboration avec le papa des tortues cet ancien script pour donner enfin vie à ce projet de longue date. C'est finalement en 2022, soit après 2 années pour sortir les 5 chapitres, que la mini-série fut publiée en France par iComics. Et en tant que véritable fan des TMNT, je ne pouvais pas passer à côté de ce récit de légende que j'attendais comme le Messie depuis quelques années. Vous allez très vite le comprendre, c'est une histoire qui marquera l'univers des comics, mais aussi de la pop culture en général, puisqu'il est destiné à tous les lecteurs, qu'ils soient des fans de tortues ou pas. Et bien évidemment, ceux qui ont connu de loin ou de près la Turtlemania des années 80-90 seront encore plus impactés par cette histoire. Et quoi de mieux pour valider mes dires que de vous rappeler ou de vous apprendre qu'il y a d'ailleurs un jeu en production du nom de The Last Ronin. Mais du coup, de quoi ça parle The Last Ronin exactement ? Eh bien, dans un New York post-apocalyptique, le clan Hamato-Yoshi, aka Splinter, n'est plus, et c'est maintenant le clan Foot, avec à sa tête le petit-fils de Shredder, qui règne en maître dans la ville de New York. Ville devenue une véritable forteresse dirigée par les robots de Baxter Stockman et les ninjas d'Hiroto Saki. Car oui, tous les membres du clan du Vieux Rat se sont fait anéantir, mis à part un dernier ninja, et pas n'importe lequel, puisqu'il est l'un des 4 frères tortues. Ce dernier va alors se retrouver seul, hanté par la présence de ses 3 frères, et avec pour mission de venger sa famille en exterminant le chef des Foot. Une histoire qui, pour moi, fait partie des monuments des comics. Surtout que tout le monde est un minimum familier avec les Tortues Ninja, donc c'est très accessible, et on est très vite débordé d'émotions pour cette pauvre tortue au bandeau noir, qui, après des années d'entraînement, a encore du chemin à parcourir pour venir au bout de son objectif. Mais au vu du véritable engouement autour de The Last Ronin, dès le premier numéro, les scénaristes ont décidé de conclure le 5e et dernier chapitre avec une porte ouverte, afin de ne pas tirer définitivement un trait sur la série, et de se laisser une chance de continuer ce magnifique univers si le public était bel et bien présent jusqu'au bout. Et ce fut le cas, c'est pourquoi je voulais aussi et surtout vous parler de sa suite, The Last Ronin Lost Years. Cette série est découpée en 2 parties, afin de vous présenter une suite, mais aussi un prélude à The Last Ronin. On peut d'une part suivre les aventures de notre Ronin avant son ascension pour vaincre le clan Foot, donc avec son entraînement, ses rencontres, son deuil, etc. Et en parallèle, on découvre les 4 nouvelles tortues qui sont apparues à la fin de The Last Ronin à une époque se déroulant quelques années après la conclusion de la série précédente. Mais ce qui est étrange, c'est que Eastman et Waltz ont écrit un numéro spécial nommé The Lost Ronin Lost Day Special, qui se déroule juste un peu avant la conclusion de The Lost Years. Et vu que iComics ont logiquement placé ce numéro spécial entre le chapitre 4 et 5, on se retrouve avec un rythme un peu particulier. Je vais tenter de faire simple et d'être clair pour expliquer ça. Chaque chapitre commence avec 4 pages centrées sur les aventures des nouvelles tortues, tandis que les 20 dernières sont toutes réservées à notre Ronin. Cependant, après avoir lu les 4 premiers chapitres, qui se terminent sur un gros cliffhanger pour notre ancienne tortue,
on enchaîne directement sur les 40 pages du numéro spécial, qui lui ne s'intéresse qu'au nouveau ninja, avec un rythme bien plus posé et moins dramatique. Puis, une fois celui-ci terminé, on poursuit avec le chapitre 5 qui se focalise exclusivement sur la conclusion du reptile au bandeau noir. Ce n'est pas désagréable à lire du tout, mais c'est un rythme un peu hors du commun, et qui au final aurait pu se placer après la conclusion. Et concernant les 4 nouvelles tortues, bien que l'idée de base de faire revenir 4 frères ninja pour remplacer Raph, Léo, Donnie et Mikey semble peu inspiré et redondant, je trouve cependant que nos auteurs réussissent pourtant à donner un véritable coup de fraîcheur à la licence, avec des tortues aux personnalités et aux soucis diamétralement opposés à leurs aînés. Même s'il faut avouer que pour le moment, 2 tortues se démarquent vraiment des anciennes. Et si je dis pour le moment, c'est parce qu'il y a bel et bien déjà une nouvelle série centrée sur les 4 nouveaux frères du nom de The Last Ronin 2 Re-Evolution. Ces derniers portent d'ailleurs les noms de Uno, Odin, Moja et Yi, ce qui signifie chacun le chiffre 1 en chinois, ukrainien, espagnol et swahili. Contrairement à leurs ancêtres, ils ont tous les 4 été entraînés à utiliser les sai, le bo, les nunchaku et les ninjato. Aussi, physiquement, elles sont aussi très différentes, mais laissez-moi vous les présenter rapidement. Il y a Yi, qui est une femelle tortue à tête jaune qui semble être la plus proche de Donatello. Elle est curieuse, aime le bricolage, la technologie, elle semble être la moins agressive au combat. La seconde, c'est Moja, une seconde femelle qui semble être la race des tortues à bec perroquet. Elle a un grand cœur, mais contrairement à sa sœur, elle n'a pas sa langue dans sa poche, et n'hésite pas à se battre pour défendre les innocents. Ensuite, il y a Uno, la tortue blanche qui est un mélange de Léo et de Raph, car il est courageux et très sérieux dans ses entraînements, mais avec le côté arrogant et impatient de Raph. Le quatrième de la fratrie est ma tortue préférée. Du nom de Odin, celui-ci est le plus imposant de la famille, et est probablement une sorte de tortue alligator. Cependant, si physiquement il est une force de la nature, psychologiquement c'est le plus faible des 4. Il est réservé, pas très doué, et se fait facilement marcher dessus, surtout par son frère Uno. J'aime la relation que les tortues entretiennent avec les autres, mais aussi avec leur grand-mère April et sa fille, qui leur fait office de sensei et de mère à la manière d'un Splinter pour le clan Hamato-yoshi. J'ai donc grandement apprécié ce second tome, et je ne peux que vous conseiller de lire The Last Ronin et The Last Ronin Lost Years. Perso, j'ai d'ailleurs déjà très hâte de découvrir la suite, afin de retrouver et de découvrir encore un peu plus cette nouvelle famille de Tortues Ninja. Vous le savez sûrement, mais en tant qu'amateur de primates, et plus particulièrement de gorilles, je suis totalement fan de King Kong. Et comment ne pas être admirateur face à ce personnage qui est à lui seul un monument du cinéma et de la pop culture. Vous le savez aussi, je ne suis pas du tout un lecteur de Marvel, et j'ai plutôt une attirance pour l'écurie adverse, même si je ne suis pas le plus grand lecteur de BD de super-héros non plus. J'aime lire du DC Comics, mais plutôt du côté du Chevalier Noir, de la Créature des Marais, ou bien des titres du Black Label en général, car je suis plutôt lassé des séries super-héroïques un peu longues, je préfère un one-shot par-ci par-là. Cependant, comment ne pas craquer sur un titre mêlant la Justice League et King Kong? Évidemment, avec un titre comme ça, et après avoir vu les 2 films, je m'attendais pas à quelque chose de très profond, et je savais que j'allais avoir affaire à du gros blockbuster décomplexé, et j'ai été servi. Après une seule page de calme, l'action prend directement place dans une scène d'introduction avec l'arrivée soudaine de Godzilla en plein milieu de la ville de Metropolis, ville de Superman. On revient alors 12 heures plus tôt et découvre que Clark Kent a passé quelques jours à régler le plus de problèmes possibles sur Terre afin de passer un petit week-end pépère avec Lois. C'est lors d'une de ces missions que j'ai d'ailleurs découvert le primate géant du nom de Titano, qui était apparu à l'origine dans Superman numéro 127 de 1959. Mais alors que le Kryptonien est en repos, la Justice League se retrouve face à une terrible menace, provenant de la Légion Fatale. Cette bande de super-vilains, constituée de Gorilla Grodd, Captain Cold, Black Manta et d'autres, ont alors ouvert un portail d'une autre dimension, ouvrant les portes de leur planète à des monstres gigantesques provenant du multivers. Le scénariste Brian Buccellato rentre alors les 2 pieds dans le plat et propose un récit totalement décomplexé qui n'hésite pas à pousser le fanservice à fond. Vous serez amplement servi en monstres et en super-héros, avec notamment quelques apparitions bien pensées, comme avec Atom Smasher et sa capacité de devenir géant. Bien évidemment, il y a plein d'autres surprises dont je vais éviter de vous spoiler, mais si vous avez envie de passer un moment sympa, avec un récit généreux qui ne cherche cependant pas à vous faire réfléchir, ce comics disponible chez Urban Comics en français est fait pour vous. Massimo Rossi est un auteur que j'apprécie beaucoup et que j'ai découvert avec l'excellente BD Gaijin Salamander, sortie chez Delcourt. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo pour vous présenter cette BD. J'ai par la suite continué de découvrir ses œuvres avec Vietnam Horror et Nobody Chills chez Réflexion Édition,
puis Locust chez Comics Initiative, et dont je devrais certainement bientôt vous en parler dans le podcast Team Up. Du coup, lorsque j'ai appris à la dernière seconde qu'une campagne de financement était en cours chez Comics Initiative, non pas pour un, mais 2 titres de Massimo Rossi, j'ai directement sauté sur l'occasion. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Feuille Rouge, mais promis, dans le podcast prochain, je vous parlerai du second tome du nom d'Inuit. L'histoire prend place dans une forêt enneigée en Union soviétique en 1939. Alors que le mari de la famille est envoyé à la guerre pour envahir la Finlande, une femme et sa fille se retrouvent seules en plein milieu d'un bois, et à des kilomètres de la ville la plus proche. Leur quotidien devient alors de plus en plus sombre, étant donné qu'ils n'ont quasiment plus rien pour se nourrir et que le père de famille fait attendre son retour jour après jour. Alors que la petite fille continue de garder espoir, la mère, quant à elle, noie sa tristesse dans l'alcool, et devient alors de plus en plus agressive avec sa fille. Mais comme si ça ne suffisait pas, une terrible présence commence à se faire sentir autour du chalet. Pour ceux qui connaissent le film de 2023, ou bien simplement la nouvelle gothique datant de 1839, vous l'aurez compris, ce comics Feuille Rouge est une réinterprétation de La famille du Vourdalak. Cette nouvelle vampirique de 30 pages est originale de par son contexte. Un père de famille, avant d'aller en guerre, lance un terrible avertissement à sa famille. Mes enfants, je pars. Attendez-moi 6 jours. Mais si jamais, ce dont Dieu vous garde, je revenais après ces 6 jours révolus, je vous ordonne d'oublier que j'étais votre père et de ne point me laisser entrer. Car alors... Cette réécriture reste donc assez fidèle à l'œuvre d'origine, tout en proposant une variante intéressante, avec la fameuse touche Rossi, qui réussit une nouvelle fois à nous faire ressentir beaucoup d'émotions pour ses personnages. J'ai aussi beaucoup aimé le visuel par Ivan Fiorelli, qui nous offre des planches claires et douces au début du comics, mais qui termine avec des illustrations sombres et terrifiantes sur la seconde partie. En bref, pour 12 €, si vous êtes fan d'horreur ou de lecture poignante, je vous invite grandement à vous procurer ce comics. Les visuels et les liens pour vous les procurer sont sur Substack si ça vous tente. Il y a quelques semaines, un auteur indépendant français m'a contacté pour me présenter son projet de comics en crowdfunding, nommé The Protectors, que je vous avais partagé sur les réseaux. Et leur campagne fut un succès, puisqu'ils ont obtenu 174% de l'objectif, même si je trouve que 1500 € est un prix vraiment très bas pour produire un comics. J'imagine que Briscard et Senjo, l'auteur et l'illustrateur, ne sont finalement pas rémunérés, mais l'argent récolté a dû servir à l'impression de la grosse centaine de comics. Bon, après ça reste un numéro 1 en souple avec une trentaine de pages, mais tout de même. Côté ambiance et univers, pour que vous puissiez visualiser au mieux le genre, je dirais que c'est un truc très années 80 avec un mixte entre Musclor et les maîtres de l'univers, les super-héros galactiques Marvel du style le Surfeur d'argent et des mangas comme les Chevaliers du Zodiaque. Les 3 premières pages nous présentent vaguement l'univers, les planètes et quelques personnages, puis le tome est ensuite centré sur la présentation du premier héros du nom de Menhir. Et même si je ne suis pas forcément client pour ce genre de comics, je dois avouer qu'il y a un gros travail de préparation de l'univers, et qui devrait plaire à pas mal de monde. Cependant, c'est vrai que ce comics manque d'une intrigue solide. J'ai plus l'impression de lire un comics servant de prélude à un jeu vidéo, plutôt que le premier numéro d'une série. On nous présente le personnage, son but, et une fois qu'il a combattu quelques hommes de main d'un grand vilain, il se retrouve face à ce dernier et ça se termine sur ce cliffhanger. Mais à part ça, le visuel est très cool et le personnage très charismatique. Mais je n'ai pas eu de quoi m'accrocher psychologiquement ou émotionnellement au personnage. Et il faut avouer encore une fois que ça manque un peu de profondeur du côté de l'histoire et d'un fil rouge solide pour la suite. Mais ce n'est qu'un premier comics et dont je ne suis pas forcément la cible, donc j'imagine être un peu dur avec eux, bien que je trouve le projet très cool et très généreux dans ce qu'il propose, aussi bien dans son univers que dans ses illustrations, avec quelques propositions sympathiques de découpage et de scènes d'action. Aussi, côté contrepartie, ils ont fait très fort, avec le comics évidemment, mais aussi une carte collector dans un boîtier de protection en plastique, un t-shirt, des posters, une couverture alternative, mais aussi et surtout une figurine. Gros boulot derrière ce petit projet de comics amateur français que je ne peux que vous inviter à soutenir. Si je n'ai rien contre l'univers d'Alien, je ne suis cependant pas le plus grand fan de Xenomorph, je lui préfère son camarade Predator. Mais lorsque j'ai appris qu'il y avait un comics de la licence Alien illustré par Mike Mignola, du nom de Aliens Absolution, j'ai directement tenté de me le procurer en français. Il est sorti chez nous une première fois dans les années 90, chez Dark Horse France, puis est ressorti une nouvelle fois en 2016 chez Weta, avec 2 versions, une simple cartonnée et une autre un peu plus collector avec Fourreau. Cependant, il fallait s'en douter, ce genre de comics, ça se fait rare et ça coûte cher. Les prix étaient bien trop exorbitants pour moi, autour des 80 €.
Mais par chance, j'ai réussi à mettre la main d'occasion sur une version avec fourreau à 15€, donc vous vous doutez bien que j'ai pas hésité. Côté scénario, c'est Dave Gibbons, l'illustrateur de Watchmen, qui est à la tâche. Il nous conte l'histoire d'un homme échoué sur une planète inconnue, avec pour arme sa foi, mais aussi quelques armes blanches et gros calibre pour lutter contre les créatures hostiles de la planète, qui ne se résument pas simplement aux xénomorphes. On suit alors le chemin de croix d'un pieux qui va devoir transgresser ses interdits pour tenter de survivre à son prédateur. J'ai l'impression que le thème de la déité est un thème déjà sous-entendu dans l'univers d'Alien, mais pas à ce point-là. Là, on a quand même droit à un vaisseau portant le drapeau des croisades avec la croix rouge sur fond blanc. Et si l'auteur réussit à proposer un personnage principal assez différent de ce dont on est habitué avec les histoires horrifiques, il faut avouer que du côté du récit, les péripéties et de la situation finale, on est sur de l'horreur survivale assez classique. On ne s'attend pas à de grandes surprises ou retournements de situation, mais le héros reste assez intéressant, et l'attente qu'a le lecteur pour la fameuse scène d'affrontement avec les aliens est suffisante pour nous tenir en haleine tout au long de ce court récit. Il est vrai que le plus notable dans ce comics reste le visuel de Mike Mignola, qui, 1 an avant la création de son Hellboy, proposait déjà des œuvres au style visuel très distinctif et très sobre, avec quelques aplats de couleurs dans un style très clair-obscur magnifique, qui ne laisse pas les lecteurs de marbre, que ce soit pour les fans comme moi, ou pour ceux qui trouvent les dessins simplistes et anguleux de Mike de mauvais goût. Un comics que je conseille bien évidemment aux fans d'Alien, et surtout aux fans de Mike Mignola, si vous réussissez par chance à le trouver à un prix correct. Il y a quelques années, je vous ai présenté le personnage de The Mask sur ma chaîne YouTube, et si je l'avais fait, c'était en grande partie grâce à l'éditeur Delirium, qui avait édité le comics en français. Depuis, ils ont publié 3 autres comics The Mask, pour conclure l'intégrale de la série principale. J'ai alors relu le premier tome il y a quelques semaines pour l'enregistrement du podcast Team Up, consacré au Masque Vert, et j'ai une nouvelle fois grandement apprécié la lecture. Toutefois, j'ai en souvenir que le tome 2 et 3 étaient un cran en dessous, surtout du côté des nouvelles idées, car avec un concept comme The Mask, difficile de se renouveler, surtout du côté des rebondissements et traitements des personnages. Le second tome, du nom de Contre-Attaque, ne propose pas grand chose de nouveau en comparaison avec le premier tome, mais si je ne me trompe pas, le tome 3 du nom de Tournée Mondiale, quant à lui, propose quelque chose d'intéressant, en offrant le Masque Vert à un homme veuf, accompagné par sa fille, et vivant tous deux une vie bien triste et déprimante. De plus, c'est dans ce même tome que l'on a droit à une histoire courte très sympathique, reprenant le personnage de Stanley Hipkins, pourtant mort dans le premier tome, mais je vous laisse découvrir ça par vous-même. Mais si je vous en reparle aujourd'hui, c'est parce que j'ai lu le 4e et dernier tome du nom de The Mask Carnaval. Encore une fois, Delirium propose un très beau format en cartonné, avec à l'intérieur 2 nouvelles histoires totalement inédites en France. La première nous conte les aventures d'un jeune homme à la recherche de sa sœur disparue. En possession du masque, il va alors se rendre à la Nouvelle-Orléans pour affronter un prêtre vaudou en plein Mardi Gras. La seconde histoire va s'intéresser cette fois-ci à un créateur de jouets en plein burn-out. Celui-ci va alors tomber sur la relique verte et va alors se servir de ses immenses pouvoirs afin de commettre des meurtres sanguinaires et très théâtraux, dans le but de se venger de tous ceux qui ont osé se moquer de lui. Si le premier récit est une nouvelle fois un simple argument pour écrire une histoire complètement déjantée, qui part dans tous les sens avec des costumes et des gags à gogo, la seconde est bien plus solide et travaillée. On retourne aux sources avec d'une part un récit violent et à mi-chemin entre le sérieux et la folie, et d'un autre côté, le retour du lieutenant Kellaway, qui enquête une nouvelle fois sur le masque afin de trouver qui est le coupable des meurtres, mais aussi et surtout qui est la nouvelle personne maudite par le port du masque. Une histoire que j'ai appréciée, même si j'ai été un peu déçu de la fin, je m'attendais à un gros twist, mais non. Car en effet, ce récit peut laisser croire que ce n'est pas véritablement l'homme que l'on pense porter le masque qui commet les meurtres. D'une part parce qu'on le voit quasiment pas enfiler le costume, mais ensuite parce qu'il existe une copie du masque, et qu'il y a une ambiance un peu à la Seven avec une véritable enquête et compagnie. C'est dommage, mais ça n'empêche pas que ça reste une très bonne histoire. Donc un comics que je vous invite à lire si ça vous tente, et que vous pouvez directement vous procurer via les liens disponibles sur Substack, si vous souhaitez me soutenir. Et bien voilà pour ce 5e numéro du Podmax Comics. J'espère qu'il vous aura plu, si c'est le cas, vous savez comment me le faire savoir. Sur ce, je vous dis merci encore, et à très bientôt. Terrien. Fin de l'enregistrement.